vous êtes en train de nous écouter, c'est que vous avez fait le bon choix. Nouvel épisode de Ça déraille avec aujourd'hui un premier thème qui fera plaisir à mon grand ami Jérémy Saakian, grand fan de la Bahrain Victorious. On fera un zoom sur Sonny Colbrelli, le tout nouveau champion d'Europe, impressionnant depuis quelques mois, l'un des favoris des mondiaux, mais il n'est pas le seul. On fera un petit tour d'horizon en troisième partie, à 10 jours de la course qui se déroulera sur les pavés belges. Mais entre les deux, on aura le grand plaisir d'accueillir un coureur qui monte en ce moment, Axel Zingel, on ne sait pas trop, mais on lui demandera comment ça se prononce tout à l'heure. On partira à la découverte du jeune stagiaire de la Cofidis, déjà très très costaud en cette fin de saison. Il y aura bien sûr le retour de toutes les rubriques, on n'attaque pas, la giclette, le quiz et les paris. Et pour m'accompagner, celui qui n'a plus ouvert la bouche depuis 2 semaines maintenant à cause d'une opération dentaire, Jérémy Saakian, bonjour. Salut à tous. Un poil exagéré, mais t'es pas si loin de la réalité. J'ai un petit peu raison. Comment va Michael Valgren? Parce qu'en ce moment, il va très bien et je crois que tu l'as un petit peu commenté sur Eurosport. Ouais, bah il va très bien. Il a même battu Colbrelli aujourd'hui, c'est te dire. Ah, ça veut dire qu'il est vraiment très très fort. Attention à lui pour les mondiaux. Et face à lui, face à Jérémy Saakian, l'homme qui est en train de battre le record de défaites au quiz d'Anthony Nicolas, Rémi Dos Santos. C'est la pire présentation de l'histoire, la plus malhonnête aussi, mais c'est habituel dans cette émission. Bonjour à tous. Me voilà bien énervé déjà. Jérémy, on est d'accord que là, pour l'instant, au niveau des défaites, Rémi, il est très très bien, hein. Oui, mais Anthony, il a trouvé la solution, il vient plus. C'était la meilleure des solutions pour lui parce que je voyais pas trop, à part tricher, mais on sait qu'ici, on ne triche jamais. Bon, on va quand même commencer par la première partie. Vous êtes chaud? C'est le départ. Sprinter, puncher, grimpeur, on ne sait plus où classer Sonny Colbrelli qui semble savoir tout faire. L'Italien était le seul à suivre Remco Evenepoel sur les derniers championnats d'Europe avant de s'imposer. Bon les gars, pour vous, est-ce que c'était une surprise de voir l'Italien suivre le Belge dans les monts les plus difficiles de cette course exigeante, on va pas se mentir? Bah, si tu pars du principe que le Sonny Colbrelli jusqu'à l'année dernière était un sprinter, je le qualifierais de seconde zone qui passait plutôt bien les bosses, mais sans plus, le voir suivre Remco Evenepoel sur ce type de tracé, oui, c'est une surprise. Si on parle du Sonny Colbrelli de 2021, qui est capable de faire troisième à Tignes, qui est capable de suivre David Gaudu dans des cols assez longs sur le Tour de France, bah, c'est tout à fait dans son champ de compétences. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il était le favori numéro un à domicile. Rémi, toi, tu es surpris par les facultés, les nouvelles facultés en tout cas de Sonny Colbrelli qui, il l'a dit, hein, avait perdu en qualité de sprinter pour un peu plus se pencher sur tout simplement ses qualités de puncher et grimpeur. Mais quand même, c'est une transformation assez impressionnante. Ouais, c'est ça, c'est quand même très très impressionnant. On est quand même passé, ouais, comme l'a dit Jérémy, de quelqu'un qui était dans la seconde zone de sprinter et qui maintenant qui grimpe encore mieux qu'avant, a même, j'ai l'impression, plus de résultats au sprint. Donc c'est quand même assez phénoménal. Mais oui, enfin cette année c'est quand même un peu n'importe quoi. Troisième à Tignes et là cette faculté à suivre Evenepoel dans les monts italiens. Je sais pas où est-ce qu'il peut s'arrêter, mais c'est une grosse progression en à peine quelques mois pour un mec qui a 31 ans, on le rappelle en plus. Oui, on le connaissait quand même, Sonny Colbrelli. C'est pas un petit jeune qui monte comme Remco Evenepoel en ce moment. C'est un coureur aguerri. Mais est-ce qu'on l'attendait à le voir à ce niveau, à maintenant 31 ans? Il est en train d'exploser, d'être peut-être l'un des meilleurs coureurs de la saison, voire du monde en ce moment. Bah, poser la question, c'est déjà y répondre, Johan. À partir du moment où on est surpris par ce que fait Sonny Colbrelli, c'est forcément qu'on ne s'y attendait pas. Alors, en vrai, attention, on va pas non plus relayer la suspicion sur les réseaux sociaux, etc. On n'a pas d'éléments tangibles. Nous, on analyse vraiment que les performances. C'est vrai que Sonny Colbrelli, aujourd'hui, a passé un cap. C'est pas le seul de la formation Bahreïn. C'est pour ça que certains tiquent un petit peu. On voit un Matej Mohoric également devenir quelqu'un de plus important sur la scène du vélo mondial, alors que Matej Mohoric était déjà, je pense, un nom assez remarquable et remarqué dans le peloton. On savait qu'il avait une certaine capacité pour briller sur les courses d'un jour. Maintenant, c'est vrai qu'on a découvert cette année Gino Meder, on a vu Damiano Caruso monter sur le podium du Giro.
C'est Colbrelli, effectivement, qui reçoit les lauriers en ce moment, de fait de son titre de champion d'Europe, du fait de sa victoire sur le Tour du Benelux. Et plus globalement, c'est vrai que tous les coureurs de la Bahreïn cette année nous ont agréablement surpris en termes de performance. Cette Je année, suis c'est étonné que six. t'aies pas cité Marc Padoun dans Oui, et il y a ton aussi petit Marc Jack Hague. Hein. Padoun, Bon, de résumé. toute façon, il y a effectivement, il y toute en a l'équipe. tellement, Hein. tu vois, qu'on en oublie. Ouais, il y en a beaucoup. Bon, cette saison pour Sony, c'est 6 victoires, 4 en World Tour, les championnats d'Europe plus les championnats d'Italie. On va pas se mentir, Rémi, est-ce qu'on le classe tout près des meilleurs coureurs de cette saison en classement, peut-être avec des Pogacar et autres? Alors, par rapport à Pogacar, non, parce que Pogacar a gagné le Tour de France, même survolé le Tour de France, même pas par rapport à un Roglic qui a gagné la Vuelta ou Tu même le un mets encore Bernal, derrière, ouais. où ils ont gagné des grands tours. Mais par contre, sur les coureurs qui sont un peu dans sa catégorie, je dirais un Bennett qui est capable de gagner ce genre de course d'un jour et qui est aussi un très bon sprinter, même s'il est plus sprinter évidemment. Euh, par rapport à un Van Aert, j'ai envie de dire, il est pas loin en termes de résultats, évidemment, parce que intrinsèquement, Van Aert, c'est un monstre, évidemment. Mais dans son profil capable de bien grimper et de sprinter et tout, bah, c'est un peu de Van Aert dont il se rapproche. Ses résultats, il parle quand même pour lui. Il lui a manqué, je pense, quand même, cette petite victoire sur le Tour de France, même s'il y a des très beaux succès, pour, on va dire, vraiment. Allez, c'est peut-être la cerise sur le gâteau qui manquait sur la saison de Colbrelli, je pense. À moins qu'il décroche le maillot arc-en-ciel dans 10 jours. Et pourquoi pas, en attendant, pour les championnats d'Europe, enfin c'est presque les championnats d'Italie, hein, parce que ça fait 4 Tout à victoires de fait. suite Ouais. pour les Transalpins, Trentin en 2018, Viviani ensuite, Nizzolo et Colbrelli. Maintenant, dernière question, tu en parlais tout à l'heure Jérémy, les suspicions sur Twitter et tout, souvent on dit ouais c'est pas possible, Sonny Colbrelli et tout, on balaye vite fait ça, ce sont que je veux dire des ragots, pire c'est juste parler pour parler. On peut pas balayer, mais on peut pas non plus accuser. Nous, on observe avec notre regard de suiveur, de Et grand passionné. cycliste. Donc, si on commence à se dire un tel est soupçonnable, on en finit plus. Maintenant, on n'a pas d'éléments tangibles. Il n'y a pas eu de contrôle positif à ma connaissance. Il n'y a pas eu non plus d'éléments crédibles quant à un possible dopage technologique, parce que c'est aussi de cela dont il Mm. peut être question. Donc, tant qu'on est dans cette situation-là, évidemment, présomption d'innocence. Bon, il n'y a pas que Sonny Colbrelli dans la vie ni la Bahreïn Victorious. Il y a aussi d'autres rubriques dans ce podcast. On passe à la rubrique on n'attaque pas. Attaque de Pierre Roland, encore une fois. Personne ne réagit. Allez, comme d'habitude, je vais vous donner des petites phrases, des petites interrogations. Vous allez dire si vous attaquez, vous êtes d'accord. Si vous attaquez pas, vous n'êtes pas d'accord. Première interrogation, Victor Koretsky qui passe du VTT à la route en signant chez B&B Hotels. C'est une bonne idée de la part de la formation bretonne. Jérémy, on commencera toujours par J'attaque. toi. T'attaques du coup, Rémi? J'attaque aussi. Oui, c'est vrai que c'est. Enfin, moi j'ai hâte de voir ça, même si Jérôme Pinot s'est un petit peu bêté sur ce coup-là. Il a dit il est de la trempe des Van Der Poel et Pitcock. Est-ce que vous attaquez sur ce coup-là ou pas du tout Non, En tout mais cas, pas là, pour tu vois, l'instant. c'est exactement ce que j'allais dire avant même que tu lances cette phrase sur Pinot. Attention de ne pas avoir des attentes trop élevées pour une première saison, parce que Van Aert, Van Der Poel, Pidcock, ce sont des coureurs qui, depuis tout jeune, ont l'habitude de passer d'une discipline à l'autre. On sait qu'il peut y avoir un temps d'adaptation. Il n'y a pas tout le temps ce temps d'adaptation. Ça n'a pas été le cas, par exemple, pour Jean-Christophe Perrault. Et laissons-lui le temps par pitié. Ne le jugeons pas sur ses premiers tours de roue. Ça a l'air quand même d'être une bonne pioche pour la formation de Jérôme Pinot. Un peu plus triste là, c'est Patrick Lefebvre, le patron de la Deceuninck Quickstep, qui a prévenu Cavendish en lui disant qu'il n'y aura pas de place pour lui l'an prochain sur le Tour. Sûrement, on va jouer les classements généraux. C'est dommage, non, de ne pas voir Mark Cavendish, ou alors d'être sûr de ne pas voir Mark Cavendish l'an prochain. J'attaque pas, c'est ni dommage ni triste. C'est une vulgaire histoire d'argent. Ok, Rémi. J'attaque pas non plus. Bon, moi, même si ça a évidemment fait plaisir à beaucoup de monde de voir Cavendish rafler aussi facilement toutes ses victoires sur le Tour de France, m'a un peu gêné, sans aucune accusation ou autre, hein, attention, c'est juste un point de vue personnel. Après, à côté de ça, bon, bah, on a Patrick Lefebvre qui fait un peu ce qu'il veut avec ses hommes et qui passe son temps à les tancer, à les dégager, à les reprendre, à les encenser, etc. C'est le personnage qui veut ça, donc je lui accorde pas plus d'importance que ça.
Un revenant, Marc Hirschi, qui gagne sur le Tour du Luxembourg, ça veut dire qu'il est de retour au plus haut niveau. Ça fait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu gagner et surtout, c'est la première fois cette saison avec le maillot de UAE. On se rappelle qu'il a signé avec quelques péripéties pour beaucoup d'argent dans cette équipe Emirati. Oui, je suis d'accord, j'attaque et je serais même tenté de te dire que les championnats d'Europe nous avaient déjà mis la puce à l'oreille. On a pu observer les prémices du retour en forme de Marc Hirschi. Top 10 pour le Suisse, Rémi. J'attaque pas franchement. J'attends de voir sur le long terme, même s'il gagne une belle étape devant du beau monde, hein, parce qu'il y a Almeida, Godu ou Pinot qui sont pas loin, ou Quintana aussi, je crois. Voilà, c'est le début peut-être d'un retour, mais j'attends de voir sur le long terme quand même les résultats d'Hirschi. J'en Mais ai ça une- fait plaisir. J'en ai une toute petite dernière qui n'était pas forcément prévue, mais j'y ai pensé. Christophe Laporte qui gagne le Grand Prix de Wallonie. Derrière Alaphilippe, c'est le meilleur français cette saison. Non, Non, t'attaques j'attaque pas. pas. J'attaque pas. Rémi. J'attaque pas non plus. Donc non, vous voyez qui devant, parce que je me posais la question, c'est pour ça que je vous pose la question maintenant. Je trouve qu'il fait une très belle saison. Il va s'en aller l'année prochaine dans les couleurs jaunes et noires de la Jumbo-Visma. Laporte, pour vous, il y a qui devant? Bah, il y a des coureurs qui ont gagné au niveau du World Tour, Rémi Cavagna, David Godu. Je vais même te Bardet. mettre Guillaume Martin, pardon, qui a fait deux top 10 sur le Tour et la Volta. Et Bardet aussi, j'ai pensé. Rémi aussi, pareil, tu les mets derrière ces Et coureurs-là. Bardet qui a gagné Euh, Champoussin, il a fait. Voilà. Tous ceux qui ont gagné des étapes World Tour finalement. C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que Christophe Laporte, on l'a vu pas loin à chaque fois, mais jamais claqué malheureusement sur des grosses courses. On se souvient de sa deuxième place à Paris-Nice, ses deuxièmes places à Paris-Nice, c'était assez frustrant. Sur le Tour de France, pareil, il finit deuxième à Libourne. Il manque cette très grosse victoire, à mon sens, pour que ce soit le meilleur français. Un Godu, par exemple, un Bardet ont gagné en World Tour et ça, c'est quand même autre chose. Et D'accord. Johan, comme on est Oui. dans l'improvisation la plus totale, j'ai Oui. évidemment oublié Cosnefroy, qui a gagné la Bretagne classique, qui a Ah, tu mets regagné Cosnefroy quand même ensuite devant. sur le Tour du Jura. Donc lui aussi, c'est au-dessus, troisième des Europes. C'est presque le numéro un d'ailleurs. D'accord. Ah ouais. Bon bah au moins c'est dit. J'ai votre avis là-dessus. J'avais envie de le savoir. Et sans transition, on passe à notre invité du jour. C'est l'heure de l'échappée. 220 km d'échappée, une arrivée solitaire, un exploit dont il faudra bien se rappeler tout au long de la saison. On accueille Axel qui est avec nous. Alors si je dis pas le nom de famille, c'est parce que j'ai fait des recherches, j'ai appelé des gens, mais je ne sais toujours pas, et les gens aussi n'ont pas pu me dire comment on prononce ton nom de famille. Est-ce que tu peux me dire comment on le prononce du coup? Non, ça reste un mystère. Ah, ça reste un mystère. Je peux pas Zinglé, on va dire. Axel Zinglé, du coup, pour que les gens puissent se reconnaître. Et puis après, on essaiera d'enquêter, hein. On appellera encore d'autres personnes. 22 ans, stagiaire au sein de la Cofidis. Tu seras dans l'équipe, d'ailleurs, l'an prochain, World Tour. Tu as plutôt bien commencé, hein, avec ces nouvelles couleurs rouges et blanches. 3e de la classique Grand Besançon. 6e du Tour du Jura. 7e d'une étape de l'Arctic Race. Ça va, les débuts, c'est plutôt pas mal pour toi? Bah ouais, ça se passe bien. Mon intégration dans l'équipe s'est bien passée et je suis content. Je prends mes marques dans le peloton professionnel à chaque course. Donc pour l'instant, ça se passe super bien. Et tu viens du VTT, Axel, puisque tu es passé sur la route il y a pas trop longtemps non plus au CC Etup, ton club formateur. Et la transition, on m'a dit, était un petit peu difficile pour toi. Est-ce que tu me le confirmes ou pas? Ça dépend à quel niveau. C'est vrai que c'est toujours surprenant d'évoluer dans les pelotons quand on vient du VTT. On n'a pas forcément l'habitude d'être au milieu comme ça de une centaine de joueurs hein, comme ça lancés à 60 km/h. Donc c'est vrai que parfois c'était un peu compliqué. Il y a aussi tout l'aspect de sentir la course qu'il faut apprendre, quoi, la science de la course. Mais après, voilà, c'est un apprentissage. Je savais qu'il allait falloir passer par là et c'était ça s'est plutôt bien passé quand même. Tu as eu une première expérience professionnelle, on va dire, chez Delco l'an dernier où tu as été stagiaire. Lorsqu'on parle de transition ou d'adaptation, quand tu es venu dans cette équipe, tu t'es rendu compte qu'il y avait encore du travail à faire, toi et ton staff d'ailleurs? Bah, bizarrement, je me sentais tout de suite mieux chez les pros que chez les amateurs Ah ouais? parce que les courses sont quand même plus cadrées, elles sont moins débridées, donc il y a moins la place pour la réflexion et ça se fait vraiment plus naturellement à la pédale.
Donc finalement, je me suis assez vite adapté à la façon de courir chez les pros. Bon, t'as failli débarquer chez Delco l'an prochain, mais finalement, c'est Cofidis qui s'est jeté sur toi. Alors, comment ça se passe là-bas? Tu dois bien t'y sentir parce que on sait que t'aimes bien avoir de bons copains. Il y a de joyeux lirons chez Cofidis. Oui, bah complètement. Ouais, je me suis tout de suite bien entendu avec les coureurs français. Il y a beaucoup de coureurs qui sont très sympathiques en plus d'avoir un très bon niveau. Et puis il y a quand même cet aspect international qui est très sympa aussi pour s'ouvrir à d'autres cultures. Donc c'est un mélange, un espèce de melting pot qui pour l'instant me plaît beaucoup. Je laisse la main à Rémi. Rémi, tu avais une petite question pour Axel. Oui, tout à fait. Rebonjour Axel. Euh, tu étais chez Delco l'année dernière, on l'a déjà dit. Maintenant, depuis début août, tu es avec Cofidis. Mais entre-temps, tu es repassé par le CC Etup. Est-ce que ça a été un choix pour toi pour reprendre un peu d'expérience avant de repartir vers le grand bain? Ou comment est arrivée cette décision de redescendre, on va dire, pour remonter derrière? En fait, j'avais été stagiaire l'an dernier chez Delco et je devais rejoindre l'équipe en août 2021, donc il y a un mois. Et voilà, comme l'équipe a eu des difficultés, malheureusement, ça s'est pas fait. Donc, on avait choisi à l'époque de rester amateur en 2021 parce que justement, j'avais beaucoup à apprendre au niveau tactique et aussi dans le placement, le positionnement dans le peloton. Donc, c'était une façon d'apprendre à lever les bras plus facilement. Et donc voilà, maintenant je me retrouve prêt à passer le cap en 2022 avec Cofidis et donc tout s'est très bien passé finalement avec du recul. Est-ce que je voulais revenir sur quelque chose que tu as évoqué tout à l'heure, le côté, l'aspect tactique. Sur le Tour du Jura, tu t'es retrouvé dans la bonne, pratiquement dans la bonne échappée, alors que tu faisais partie de l'équipe de France qui était évidemment beaucoup moins compétitive que Cofidis sur la classique Grand Besançon-Doux la veille. Est-ce que c'est quelque chose qui est inné chez toi? Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles, ce sens tactique, pour te placer, pour te retrouver à l'avant au bon moment? Non, je pense que c'est pas inné chez qui que ce soit, c'est surtout en fonction avec l'expérience. Donc autour du Jura, c'est vrai que je me suis retrouvé devant. Bon, c'était pas très tactique quand même, c'était surtout à la pédale. Donc ça me convient bien ce genre de finale. Après, en fait, je pense que le secret, c'est surtout de tirer un peu de l'enseignement après chaque course et voir ce qui a bien fonctionné, ce qu'on aurait pu faire de mieux et essayer de pas répéter les erreurs qu'on a faites, quoi. Alors on m'a dit, après mon enquête pour toi, le vélo c'est encore un jeu. Il t'arrive même de faire des barbecues la veille de course, alors que, en plus que tu gagnes d'ailleurs ces courses. Tu sais que le monde pro, ça va te changer un petit peu. Tu vas avoir moins le temps de faire des barbecues. Ouais, c'est vrai. Malheureusement, je crois pas qu'il y ait de barbecue dans le bus de Cofidis. C'est peut-être Pas encore. c'est peut-être une piste pour les prochaines années. Ouais, je peux peut-être leur conseiller d'investir, mais je suis pas sûr qu'ils soient d'accord. Non, mais tout ça pour dire que le monde pro, c'est un peu plus minutieux, entre guillemets. Le milieu amateur, c'est quand même un truc un peu plus, entre guillemets, sympathique. C'est l'amour du vélo, du jeu, etc. Là, le monde pro, tu sais que tu vas devoir passer encore un cap. Tu es prêt pour ça? Oui, je suis prêt. Bah, c'est vrai que comme je viens de l'école du VTT, j'ai quand même été formé dans une école assez stricte parce que en VTT, en fait, on peut penser que c'est plus fun, mais comme la performance dépend vraiment du coureur, très tôt j'ai dû apprendre à faire un peu des sacrifices, voilà, être sérieux. Donc c'est vrai que chez les amateurs, c'était sympa, ça permettait des fois relâcher un peu les courses. En tout cas, je sais ce que c'est d'être sérieux et je suis prêt là pour ces prochaines années à vraiment m'investir dans le métier, quoi. Axel, tu parles des prochaines années parce que bah, évidemment, tu es à peine stagiaire et tu signeras définitivement en 2022 avec Cofidis, donc tu vas vraiment l'année prochaine débuter ta carrière pro. Pourtant, et alors que bah, très peu de gens te connaissent dans le monde du vélo, tu es évoqué dans la présélection pour les mondiaux. Comment est-ce qu'on accueille ça quand on a 22 ans et qu'on n'a qu'un mois de course World Tour dans les jambes? C'est fou, tu vas trop vite, Axel. Ouais, mais après, on peut trouver que ça va vite. Après, il y a quand même des mecs qui gagnent le Tour de France à mon âge, donc on puisse vraiment dire que ça va trop vite. C'est vrai que moi, j'arrive à peine sur route, donc
on peut avoir l'impression que je progresse vite, mais c'est normal parce que voilà, je suis tout nouveau dans la discipline et finalement je suis en train de me faire ma place. Mais j'ai pas forcément de complexe de me dire que ça va trop vite. Au contraire, j'ai pas non plus forcément envie de perdre mon temps et je suis très content de la façon dont ça évolue. Mais pas envie de faire mieux, quoi. Tu as une bonne pointe de vitesse, Axel. Tu passes aussi bien les côtes. C'est quoi un petit peu ton profil? Et tu vas enchaîner aussi pour nous dire c'est quoi ton rêve du coup maintenant que tu vas pouvoir découvrir le monde professionnel? Mon profil, je suis encore un peu en train de le découvrir. C'est vrai que j'ai une bonne pointe de vitesse et mon rêve, moi, c'était d'être grimpeur à la base. Malheureusement, je suis un petit peu, je pense, trop lourd. J'ai pas les capacités vraiment pour suivre, enfin, c'est sûr même, pour suivre les meilleurs dans l'école. Mais moi, c'est plutôt quand même les courses dures qui me font rêver. Voilà, je pense que me concentrer sur des courses typées entre les Ardennaises et les Flandriennes, ce qui peut me convenir le mieux. Et j'aimerais beaucoup, en tout cas, dans les prochaines années, m'épanouir sur des courses comme ça. Bon, j'ai une petite surprise pour toi qu'on a gardée pour la fin d'interview. Et c'est une personne que tu connais qui a envie de passer un message. Je te laisse écouter. Bon salut Axel. Je sais pas si tu t'es encore tatoué si tu t'es déjà tatoué la tête du phacochère sur l'avant-bras. J'espère que c'est pour bientôt. Plus sérieusement, je te souhaite très sincèrement de faire une très belle carrière, mais au-delà de ça, d'être heureux dans ta vie. Et sache qu'en tout cas, j'ai été très très fier de t'accompagner et que toi aussi, à travers toi, j'ai vachement progressé dans mon métier et rien que pour ça, je te remercie beaucoup. Bon, tu as reconnu qui était cette personne qui t'a adressé un message? Oui, j'ai reconnu. Boris Zimin, donc ton ancien directeur sportif chez CCTUP. Déjà, alors on voit qui a appris à tes côtés, mais surtout, c'est quoi cette histoire de phacochère? Ne mens pas parce que je connais l'histoire, il me l'a raconté. Non, c'est vrai que Boris, c'est un peu mon ange gardien depuis que j'ai fait le choix de passer sur route. C'est toujours lui qui s'est battu pour me trouver des sélections en équipe de France ou des opportunités sur des courses. En tout cas, il a toujours cru en moi. Et c'est aussi lui qui a parlé un peu de moi là et je lui dois en partie la sélection dans la présélection au mondial. Et je lui ai promis que si à faire le mondial, je me tatouerais un phacochère. J'ai pas dit où encore, mais voilà, c'est le pari. On espère pour toi que tu vas te tatouer le phacochère du coup, parce que ça veut dire que tu seras aux mondiaux en Belgique. Mais on te garde encore un petit peu, Axel, puisqu'il y a une petite rubrique pour toi. Tu vas voir, c'est la giclette, c'est sympa à faire. C'est parti, boum, la giclette est là, on l'attendait. La giclette de Jérémy Sakian, je te laisse, Axel. La giclette aujourd'hui, c'est très simple, c'est un tu préfères. J'aurai 6 questions avec à chaque fois 2 possibilités de réponse et tu choisis celle qui te convient le mieux. Alors, on en parlait tout à l'heure, est-ce que tu préfères le Tour du Jura ou la classique Grand Besançon-Doubs? Je vais dire le Tour du Jura, parce que j'ai fait la moins bonne place. Est-ce que tu préfères Mulhouse ou Montbéliard? Mulhouse. Au petit-déj, tu préfères le pesto ou les croissants? Le pesto. On t'a balancé. Hein. on est bien renseigné. Hein. Alors, est-ce que tu préfères une carrière à la Oliver Zog avec une seule victoire mais sur un monument ou une carrière à la Christophe Laporte avec plus de 20 succès mais aucun à World Tour? Allez, je vote pour mon équipe Christophe Laporte. Est-ce que tu préfères monter le Ventoux en courant comme Christopher Froome ou monter le Ventoux avec le vélo de Max Walscheid à 1m99, on rappelle? Ne pas monter le Ventoux. Ouais, t'avais dit que tu voulais être grimpeur. Bon, on a coutume de donner un joker, donc je te le donne sur cette question. En revanche, pour le dernier, il n'y en aura pas. Est-ce que tu préfères un sprint lancé par Thibaut Pinot ou avoir Michael Morkov en tant que poisson pilote? Un sprint lancé par Thibaut Pinot. On ne peut pas rêver mieux. Ah oui, Thibaut Pinot qui est de retour hein, d'ailleurs au plus haut niveau en ce moment, notamment sur le Tour du Luxembourg. Merci Axel d'avoir été avec nous, merci Jérémy pour cette giclette et on va continuer de parler des mondiaux, mais sans toi cette fois-ci. À bientôt Axel et puis on espère que tu seras sélectionné en tout cas. Oui, sans lui sur le podcast, mais on espère effectivement avec lui sur le vélo. Et décision mardi pour toi, hein, si jamais t'es pas au courant, mais tu dois le savoir, mais on va savoir mardi qui sera sur les mondiaux. Merci Axel, à bientôt. Merci Axel. Merci Axel. Et nous, on enchaîne, du coup, après avoir perdu Axel, malheureusement, c'est l'heure du sprint final. Oh le coup de tête de Marc, oh le deuxième coup de tête de Rencho. Oh que ça c'est pas bien.
10 jours encore pour profiter du maillot arc-en-ciel pour Julien Alaphilippe. Oui, parce que dans 10 jours, ce sont les mondiaux qui vont se dérouler en Belgique sur les pavés à Louvain. On va faire un petit tour d'horizon. Je vous ai demandé vos 4 noms pour les mondiaux, les 4 noms qui seront, à votre avis, à l'avant dans cette course. Alors, pour Jérémy, quels sont-ils ces noms ? Très original, Asgreen, Van Aert, Van Der Poel, Alaphilippe. Très bien. Et pour Rémi, est-ce que tu as eu le temps de réfléchir profondément à ta sélection ? J'ai profondément réfléchi et étonnamment, j'ai aussi Wout van Aert et Casper Asgreen dans mon quatuor. Par contre, j'ai pris Anthony Turgis et Zdenek Štibar en plus. J'ai eu Alors, peur, j'ai cru qu'il allait dire Anthony Nicolas. Je me Non, suis dit, ouais. ça n'a rien à voir. ça c'est pour le pouvoir Ça, c'est pour le quiz. Ouais, pour le quiz, pour qu'il C'est défie pour le quelqu'un quiz. pour gagner. Ok, bah, un petit changement, Anthony Turgis plutôt que Julien Alaphilippe, notamment côté français. Déjà, on va parler du grand favori, hein, parce que vous avez tous les deux le nom coché sur votre feuille. Wout van Aert, qui est présent, qui a remporté le Tour de Grande-Bretagne. On l'avait pas vu depuis un petit moment, mais est-ce qu'on est surpris par cette performance sur cette course britannique ? Non, on n'est pas surpris. On sait qu'il va arriver au top de sa forme pour les mondiaux. Il est chez lui, sur un parcours qu'il affectionne, avec une équipe extrêmement solide à ses côtés. C'est Et clair. si on écoute les propos du sélectionneur Sven Van Torenhout, ce sera tout pour Van Aert. Donc, je suis absolument pas surpris de le voir dans cette condition. Après, de là à gagner, il y a un petit gap quand même. On parlera de la stratégie belge un petit peu plus tard, mais on va déjà s'occuper des coureurs. Tu as dit Alaphilippe, toi aussi, Rémi, tu as dû regarder ce Tour de Grande-Bretagne. Le fait que Van Aert domine Alaphilippe, est-ce que pour toi, ça compte ou ça veut rien dire à quelques jours maintenant des mondiaux ? Alors pour le coup, moi j'ai pas mis Alaphilippe parce que j'ai mis Turgis côté français. Je sais, mais tu as regardé quand même la pour course, ce j'espère. duel Alaphilippe Van Aert, ça joue évidemment. En plus, c'était des arrivées qui étaient vraiment qui étaient taillées pour l'un comme pour l'autre. Et à chaque fois, Van Aert a pris le dessus. Donc même si c'est que le Tour de Grande-Bretagne entre guillemets, eh ben, Van Aert il a marqué des points par rapport à Alaphilippe. Maintenant, moi je pense que ce qui sera le plus dur à gérer pour Van Aert, c'est la pression, parce que s'il est vraiment leader unique, il faudra le gérer, et surtout sur un mondial à domicile, tout le pays va le pousser, et s'il se rate, s'il est ne serait-ce que deuxième, ce sera un énorme échec. Donc il faudra voir si ce Wout van Aert très attendu saura répondre présent. Avant de Et pour passer... compléter ce que Ouais. tu dis, Rémi, si on fait un tour d'horizon sur les 2 dernières années, des grandes classiques sur lesquelles Van Aert était attendu, que ce soit le Tour des Flandres, les mondiaux, les JO, Milan-San Remo, etc., il n'y a qu'une seule victoire, c'est Milan-San Remo 2020. Le reste du temps, il s'est jamais trouvé. Il a toujours répondu présent, mais c'est des places de 2, des places de 3, des places de 6. Donc attention, Wout van Aert devrait le vendre comme le super favori parce que c'est quelqu'un qui a quand même toujours du mal à conclure quand il est attendu. Ouais, c'est dur aussi avec cette pancarte, on l'a vu notamment lors des derniers Jeux Olympiques, hein, où il avait carrément 15 coureurs sur son porte-bagages, et malgré de nombreux efforts, il n'a pu que s'incliner. On le sait, hein, ça a été le cas notamment pour Peter Sagan il y a quelques années sur notamment Paris-Roubaix ou le Tour des Flandres. C'est difficile de gagner quand on a tout le peloton derrière soi. Autre individualité, il n'y a que Jérémy Sakian qui l'a proposé, mais Mathieu Van Der Poel qui est revenu, hein, et du coup après sa blessure au dos suite à sa chute sur les derniers Jeux Olympiques en VTT, vainqueur de l'Antwerp Porte Epic, il t'a rassuré, non ? Si tu le mets dans tes noms, c'est qu'il t'a rassuré. Mais si je le mets dans mes noms, déjà, c'est que j'ai vu qu'Alpecin Phoenix lui proposait un programme de course qui comprenait Paris-Roubaix. Donc je me dis, Van Der Poel ne viendra pas sur Paris-Roubaix s'il n'est pas à 100%, en tout cas s'il ne se sent pas capable de rivaliser avec Van Aert. Parce que venir pour se faire taper par Van Aert, évidemment, c'est pas l'ambition. Donc rassuré oui et non, parce que c'est une course évidemment intéressante, mais qui n'avait pas le plateau qu'on aurait pu espérer pour en tirer des conclusions. Donc ils battent à Van der Horn, qui est un très bon coureur, mais on ne parle pas là d'un favori du mondial. Maintenant, j'ai quand même l'impression qu'il y a une petite part de bluff pour Van Der Poel, qui veut lui aussi s'enlever de la pression, peut-être se faire oublier. Mais je l'oublie pas, et c'est un tracé qui est fait sur mesure pour lui aussi. Donc s'il est même à 95%, il aura son mot à dire. On va parler de la Belgique parce que sur le papier, cette équipe fait vraiment peur avec notamment le duo Wout van Aert et Remco Evenepoel. Quelle stratégie pour vous ? Est-ce qu'on envoie Evenepoel à 70 km de l'arrivée comme il a l'habitude de le faire ? De toute façon, il n'y a pas besoin de l'envoyer, il y va tout seul. Est-ce que vous pensez que ça peut changer au niveau de la course, ou c'est vraiment comme disait le sélectionneur, et tu le disais tout à l'heure Jérémy,
ou de Van Aert et le reste, ça s'incline? Écoute, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Je me suis beaucoup fait le scénario dans ma tête et dans un premier temps, je me suis dit effectivement que ce serait une bonne idée pour la Belgique d'envoyer Remco Evenepoel pour mettre les autres peut-être en difficulté. Seul problème, Remco Evenepoel, pour gagner, il faut qu'il arrive tout seul. Ah Donc bah ça s'il se c'est sûr. retrouve avec des Danois, des Français, des Italiens sur le porte-bagages, il va y avoir un problème. Et la deuxième raison qui me fait dire qu'on ne roulera pas pour Evenepoel et que ce sera à 100% pour Van Aert, au-delà du discours du sélectionneur, c'est que les principales difficultés pavées se situent dans la deuxième partie de course, mais avant la barre des 40-50 derniers kilomètres. Ensuite, on passe sur un tracé beaucoup plus accessible à des coureurs comme Roglic, à Pogacar, vraiment typé ardennaise. Donc, pour faire les différences et pour essayer de bien utiliser le Bocuse-Strat et les difficultés pavées, il faudra durcir la course pour Van Aert à partir de 80-90 km de l'arrivée. Et là, on aura besoin de toutes les forces vives, des Benoît, des Stuyven, des Evenepoel pour essayer de faire partir la course. Moi, je vois bien vraiment un scénario digne du Tour des Flandres avec un groupe de 5-10 coureurs qui abordent le dernier tour en tête. Rémi, tu crois à ce 100% Van Aert? J'y crois fortement parce que, à mon sens, enfin, avec ce profil-là, Evenepoel, je pense, est trop juste pour faire la différence. Il pourra pas partir à 80 bornes de l'arrivée ou Attention, attention 60. à l'animal, Et, attention. oui, attention à lui, évidemment, il est incroyable, c'est un extraterrestre aussi, mais il y a du monde derrière et il y a des équipes qui seront assez armés numériquement pour essayer d'aller chercher. Ce qui ne veut pas dire qu'ils y arriveront, évidemment. Je pense évidemment aux Pays-Bas, à la France, qui auront pas mal d'éléments. Danemark. Le Danemark qui sera très dangereux. Pourquoi pas même les Britanniques, hein. On n'a pas parlé de Pidcock, mais certainement qu'on va rouler pour lui. Donc ouais, je pense que Van Aert très clairement sera l'atout numéro 1 et même j'ai envie de dire le seul atout belge de par l'équipe qui est annoncée. Je vois pas qui d'autre peut endosser ce leadership. Je pense que vraiment Remco sera précieux aux côtés de Van Aert dans les 30-40 derniers kilomètres. Parce que l'enjeu pour la Belgique, ce sera d'accélérer, de rendre la course suffisamment dure pour éliminer les purs punchers sur les portions pavées, mais d'avoir quand même un ou deux coéquipiers dans le final pour permettre à Van Aert de jouer la gagne au sprint, ce qui n'était pas le cas par exemple sur les Jeux. Il lui a manqué un coéquipier pour essayer de revenir sur Carapace. Là, s'il a Remco à ses côtés, c'est les doigts dans le nez. En préambule, je vous ai demandé les 4 noms du coup. Et pour les Français, vous n'étiez pas d'accord. D'un côté à la Philippe, d'un autre côté à Turgis. Et c'est aussi du coup une question qu'on se pose parce qu'il y a quand même de très bons coureurs du côté de l'équipe de France. On connaît les qualités de Julien Alaphilippe, mais il n'est pas forcément le plus fort sur les pavés notamment. Du coup, comment on va faire? Est-ce qu'on va attendre de voir un petit peu quel est le maillon fort de cette équipe au fur et à mesure de la course? On sait que Vauclair est très intelligent là-dessus. Comment vous voyez du coup cette stratégie française? Non, pour moi, c'est 100% Alaphilippe. Je comprends l'idée de Rémi de se dire Turgis, c'était très en vue sur les classiques de début de saison pavé. C'était très souvent le meilleur français. Maintenant, il faut savoir quelle est l'ambition. Si l'ambition, c'est de se dire on joue un top 5, un top 10, Anthony Turgis, ça peut être une carte maîtresse. Moi, je pense qu'on vient vraiment pour gagner, pour aller chercher le maillot arc-en-ciel. Et pour gagner le maillot arc-en-ciel, je suis désolé, mais la carte numéro 1 et la seule carte qui est exploitable, c'est Julien Alaphilippe. C'est le champion du monde lui-même. C'est un parcours qui nous rappelle, alors avec plus de kilomètres, avec plus de difficultés et un plateau plus relevé, mais qui rappelle un petit peu la flèche Brabançonne. Julien Alaphilippe l'a gagné. Tu dis c'est pas forcément le meilleur sur les pavés. Oui et non. Cette année, ça a été plus compliqué, mais l'année d'avant, il était dans le coup pour la gagne sur le Tour des Flandres avec Van Der Poel et Van Aert. Donc, je pense que c'est la carte Alaphilippe qu'il faut privilégier, que Thomas Vauclair privilégiera. Et ses performances sur le Tour de Grande-Bretagne me rassurent. Il est très en condition, pas encore à 100%, mais c'est normal, il reste 2 semaines. Allez Rémi, réponds-lui. Anthony Turgis, médaille d'or, c'est pas possible pour toi? Pas de maillot arc-en-ciel pour notre ami? Non, si, bien sûr que c'est possible. Ah. Alors, je suis d'accord avec l'idée de Jérémy que, évidemment, le leader, ce sera Julien. Maintenant, le problème, c'est que Julien Alaphilippe, il sera attendu, il sera surveillé. Et on l'a vu par exemple sur le Tour des Flandres, ça s'est pas si bien passé sur une course, sur les courses pavées cette année. D'ailleurs, Jérémy l'a dit aussi. Donc, je sais pas. Il a l'air d'aller un peu mieux et d'être en forme sur cette fin de saison.
Maintenant, je pense que Julien Alaphilippe, sur une telle course, il sera tellement attendu qu'il peut servir de leurre. Et quand on voit les noms derrière qu'il y a en équipe de France, il y a, c'est loin d'être des manchots. Benoît Cosnefroy fait aussi partie des potentiels, vainqueurs, ou en tout cas des potentiels top 5. Mais je pense qu'Anthony Turgis a en plus ce côté, je pense encore un peu caché, qui peut permettre, pourquoi pas, de surprendre les autres équipes. Évidemment, Turgis, je le vois pas gagner en restant dans le groupe et en gagnant au sprint. Je le vois plus en s'échappant à peut-être 30, 40, 50 km de l'arrivée, en prenant un bon coup et en faisant la différence comme ça. Très bien, on va passer rapidement sur nos amis les Danois parce que avec Michael Valgren qui a gagné 2 courses en Italie cette semaine, Kasper Asgreen vainqueur du Tour des Flandres tout simplement, et Kort Nielsen, bon on ne sait pas trop quel aussi où le classer, un peu comme un Colbrelli parce qu'il gagne un peu partout, notamment sur la Vuelta avec 3 étapes, et c'est quand même une sacrée équipe d'outsiders. Ouais, Mats Pedersen aussi, incroyable quand même. Ah bah pour moi, c'est au niveau de la Belgique. La seule petite différence, c'est qu'ils n'ont pas le fer de lance qui est capable de gagner au sprint. Même si vous allez me dire, Asgreen a battu Van Der Poel dans des conditions un peu différentes. C'était vraiment à l'énergie. C'est peut-être ça, parce que Mats Pedersen va très vite au sprint, mais je le sens quand même un tout petit peu moins en jambes que les 3 autres. Bon, on va faire nos... Mais tu voulais dire quelque chose, Rémi, avant de... Vas-y. Oui, c'est plus le grand Pedersen qui avait fait un numéro déjà quand il avait été champion lui-même. Maintenant, je suis d'accord qu'au niveau collectif, c'est vraiment très solide avec 2-3 coureurs qui sortent du lot et des travailleurs comme Bjerg ou Wurtzschmidt qui vont permettre de peut-être pas contrôler la course, mais d'emmener leur leader dans les meilleures conditions. Bon, on en finit avec les mondiaux de cyclisme. Nous, nos mondiaux, c'est maintenant. C'est parti pour le quiz. Et le quiz cette semaine est présenté par le grand Jérémy Sakian. Mais avant de commencer le quiz, je veux dire un truc. Rémi, tu as 1 chance sur 2 de gagner aujourd'hui. C'est un quiz spécial aujourd'hui. Ah, c'est quoi sur les champions portugais depuis les années 50 ? Non, c'est un quiz spécial Sonny Colbrelli, messieurs. Et oui, c'est pour vous faire plaisir. Le tout récent champion d'Europe, on va s'intéresser à lui. Il y a 9 questions, c'est très simple. Le premier qui atteint les 5 points s'impose. Allez, la première question, ce sera celui qui est le plus près en cas d'égalité, c'est celui qui répond en premier. Quel est son classement mondial UCI actuel ? Je dirais... 9. J'allais dire 8, mais j'hésite entre 8 et 10. Attends, je vais dire 10. Tu vas dire 10, et bien c'est toi qui prends le point, Johan. Il est 13e, Sonny Colbrelli, 1-0 pour Johan. Maintenant, ça va être à la rapidité. Vous avez chacun la possibilité de me proposer un nom à tour de rôle. Un seul de ces 5 coureurs le devance au classement mondial UCI, lequel ? Voici la liste. Alejandro Valverde, Jonas Vingegaard, Tim Merlier, Henrik Mas, Kasper Asgreen. C'est Valverde qui est derrière. Un seul coureur le devance. Pardon, la question, c'est quel coureur est mieux classé que lui ? Je rappelle la liste. Valverde, Vingegaard, Merlier, Mas, Asgreen. Tu ne valides pas Valverde, du coup Non, Johan. mais non, je vais dire son coéquipier Mas, du coup. Eh bien, ce n'est pas Mas. La main passe à Rémi. Asgreen. Asgreen, la main passe. Oh. À Vingegaard. Mas 19e, Asgreen 21e. Vingegaard. Johan. Ah ouais. Jonas. Johan, tu as dit Vingegaard ? Oui. 17e. Ah, mais c'est pas possible. Bon. Du coup, Valverde ou Merlier, Rémi ? Valverde. Valverde, 12e. Tim Merlier était 18e. C'est dommage de ne pas avoir validé. Non, mais c'est fou. J'avais pas compris. J'ai eu chaud, ouais. En fait, je me rappelle pas de la saison de Valverde. Je trouve qu'il a tous ses points ici. Où est-ce qu'il a été cherché ? Écoute, c'est pas moi qui fais le barème. Hein. Oui, bon, ça, si on le savait, parce que sinon, on aurait que Dabaragne devant. Allez, à toi. Alors, sinon, troisième question. Combien de victoires en carrière pour Sonny Colbrelli ? C'est encore le plus proche qui gagne. En carrière je dirais 24. Rémi ? 34. C'est toi le plus proche. C'est 32 victoires pour Sonny Colbrelli. Quand c'est du hasard, c'est plus facile pour gagner. Cette saison, ça on l'a dit. Ah ouais, quand c'est du pif, ça marche bien. Voilà, 2-1. 2-1 pour Rémi. Maintenant, ça sera plus du pif. Rapidité. Au classement général du Tour du Benelux, il a devancé son coéquipier, Matej Mohoric, qui termine 3e. Mohoric. Colbrelli, Mohoric. Wow. Oh là là, c'est une proposition chacun, bien sûr. Hein.
On va pas marquer de points là-dessus. Il faut que j'arrive à me rappeler de la course. Donc il y avait Maurice Colbrelli, le 3e. Stefan Kung. Stéphane Kung, mauvaise réponse. 5e. Ah, oh là là, je savais qu'il était pas loin. Johan. Je sais pas, je vais vous dire Hater. Je sais rien. Non, c'est Victor Campenaerts qui prend la j'aurais jamais 3e place trouvé. sur le podium. On remonte un petit peu dans le temps. On arrive au Tour de France 2021. Son meilleur classement sur une étape, c'est une 2e place. Mais derrière qui? Mais Non, c'est derrière. pas toi, Johan. C'est pas moi, attends. Derrière. Colbrelli, 2e d'une étape du Tour, mais devancé par quel coureur? Conrad. Ah, mais Patrick non. Conrad. Mais non, je tout l'avais. à C'est pas fait, le break. possible. C'est pas possible, je l'avais. Pourquoi c'est lui qui C'est commence? l'étape de Saint-Gaudin, c'est l'étape Eh du oui, 14 bien juillet. sûr, bien sûr. Exactement, tout à fait. On a même les précisions, tu n'auras pas de points supplémentaires, mais il y a quand même 3 points à 1. On remonte encore le temps, on arrive sur les championnats d'Italie, remportés, vous le savez, par Colbrelli, qui remporte un sprint à 2, mais qui bat-il dans ce sprint? J'ai pas suivi la saison de Sonny Colbrelli, moi. Eh oui, attention, Johan. Diego Ulissi. Non, c'est pas Ulissi. Tu Eh perds la main. Ouais. Johan, est-ce que tu peux prendre le point? C'est tout simplement. Il bat tout simplement. Moscone. Pas du tout. Il bat Fausto Masnada. Alors là. On reste à Aucun 3-1. regret. Alors, deux Bahreïn ont remporté leur championnat national sur route en 2021. Sonny Colbrelli et Matej Mohoric. Un seul, en revanche, s'est imposé sur son championnat national du chrono. Qui est-ce? Marc Padoun. Marc Padoun, mauvaise réponse. Ouh là là, j'ai tenté vu qu'il gagne tout. chaud. Mohoric qui a fait le doublé. Non, mais c'est un compatriote de Mohoric. C'est Jan Tratnik. J'ai perdu déjà, je peux plus remonter là. Non, je suis en train de perdre. Je prends l'eau Attention, là. Johan, il ne reste plus que 3 questions. Ah oui, c'est bon, allez, vas-y. Ah non, il reste plus que 2 questions. Tu ne peux qu'égaliser, pardon, parce qu'il y a On mettra une double réponse la qui n'a dernière. pas été attribuée. Alors, retour sur la campagne de classique de Sonny Colbrelli. Sur quelle course d'un jour a-t-il obtenu son meilleur classement du printemps? Moi, je pense que c'est Kurn-Bruxelles-Kurn. Milan-San Mauvaise Remo. réponse. Mauvaise réponse des deux. C'était Gand-Wevelgem, 4e d'une course remportée par Wout van Aert. Vous l'avez compris, Rémi va remporter ce quiz, mais il reste quand même une question pour sauver l'honneur. On parlait tout à l'heure du mondial, il sera peut-être l'un des favoris. La course qui s'en rapproche le plus, c'est le Tour des Flandres. Quel est le meilleur classement de Sonny Colbrelli sur le Tour des Flandres? 14e. À combien de près? À combien de places près? C'est le plus proche qui marque le point, Rémi. J'en sais rien du tout. Je vais dire, allez, 37e. 37e, t'es très loin, évidemment. C'est Johan qui va sauver l'honneur pour échouer à 3-2. La bonne réponse, c'était 10e en 2017. Ah oui, ça comptait pas triple la dernière. Encore un petit peu de boulot pour progresser. Je crois que ça comptait triple la dernière, moi. J'avais mal compris le quiz. Aujourd'hui, c'est le seul jour où la dernière question n'est pas doublée parce que j'avais prévu 9 questions, donc un nombre impair pour vous départager. Mais comme vous n'avez pas marqué sur toutes les questions, on était si nuls. On a quand même fait 1 sur 2. Hein, et dans la nullité ressort Rémi Dos Santos qui met fin à sa 15e défaite de suite au bravo, quiz. Rémi. Bravo Rémi, bravo, j'applaudis. Les sont toujours par défaut, c'est quand même incroyable. Je cherche toujours des excuses quand je perds. Bon, en attendant, on va essayer de gagner puisque c'est l'heure des paris. C'est même pas vrai. Pour les paris, on a parlé des mondiaux masculins. Et sur route, on va donc parler de l'ITT, du chrono, avec pour vous votre favori, et puis aussi des filles, hein, si on a l'occasion de le faire, mais on prendra le temps. D'abord, le chrono, pour vous, c'est qui? Jérémy, tu peux commencer. Alors moi je mets all-in sur Filippo Ganna qui va être évidemment très revanchard après la défaite sur les championnats d'Europe. Ouais, tu pars à Stefan Kung, l'autre favori de cette épreuve. Rémi, tu miserais sur qui? C'est difficile de ne pas miser sur Ganna. Je vois pas qui peut aller le chercher sur ce chrono. Très bien. Beaucoup plus long que les championnats d'Europe. Ouais, c'est aussi ce qui me dit que ça serait plutôt un Wout van Aert qui est sur ces terres. Et on n'a pas encore la start list officielle, mais il devrait y participer. En tout cas, s'il participe, ma pièce irait pour lui. Normalement, il fait 2. Derrière, évidemment, Filippo Ganna, c'est ça? Ouais. Ok.
Et Jérémy Pelletier, que j'ai eu par téléphone, me dit Andreas Leknesund pour le vainqueur. Oui, Voilà, oui, ça, bah, c'était écoute, sûr, c'était sûr. Voilà, donc ça sera. Leknesund, il a pas fait un podium de l'année. donc, Depuis qu'il j'aimerais a bien annoncé savoir comme un crack, hein, n'oublions pas. N'oublions pas. Pour les filles, on va parler que de la course en ligne, avec normalement une victoire néerlandaise. En tout cas, elles sont favorites sur le papier. On a du Van Vleuten, Van der Breggen, Chantal Black. On a aussi Demi Vollering qui est là. Pour les autres, le reste du monde, Longo Borghini, pourquoi pas, ou une Emma Norsgaard, je sais pas, pour Movistar qui marche bien sur les pavés. Vous pencherez pour qui? Annemiek van Vleuten, vainqueur Ouais. du Tour des Flandres, elle est en Ouais. très grande condition, vice-championne olympique, championne olympique du chrono, et sur les championnats d'Europe, elle a joué la carte de l'équipe, et cette fois-ci, c'est pour elle. Très bien, Rémi, tu as une préférence? Alors, préférence particulière, non. Mais j'ai bien Juliette envie Labousse de. Ah, On Juliette. aimerait bien, Ah ouais, évidemment. on aimerait bien. Mais moi, je vais tenter la carte Demi Vollering chez les Néerlandaises. Elle est en train de prendre le pas petit à petit, même si Van Vleuten et Van der Breggen sont intouchables encore. Moi, je pense elle peut tirer son épingle du jeu. Eh bien, moi, je miserais sur Van der Breggen. Pourquoi? Parce que ça sera l'une de ses dernières courses cette saison. Elle remporte le maillot de champion du monde et ensuite prend sa retraite tranquillement. Mais il n'y aura personne pour le porter l'an prochain. Il faudra qu'elle Ouais, le prête à attention, quelqu'un. parce qu'elle a vécu un mois compliqué quand même, Van der Breggen. Je Donc, sais, bon, je c'est pas sais. trop cher non plus. Pour l'histoire, Jérémy, pour l'histoire. Pour Je sais que t'aimes l'histoire, pas, ouais. mais il bon. faudrait, à mon avis, il va quand même falloir des circonstances favorables. Mais J'aime pourquoi les pas, belles sinon, histoires. ça reste Désolé de Van te der Breggen. décevoir. J'aime les belles histoires. Bon, on termine là-dessus sur cette histoire qui va évidemment se dérouler comme on est toujours très bon dans les paris. Merci les gars d'avoir Ah, participé à ce attendez, il y a podcast. Rémi Dos Santos qui m'envoie un texto. Finalement, il change de pronostic pour les mondiaux. C'est Nelson Oliveira, son pronostic. Oui, bah bien sûr, Ah, évidemment. Je ne oui. comprends Voilà. pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Il n'a Voilà, pas je sais pas donné. pourquoi il me parle en privé alors qu'il est au bout de l'antenne. Je pense qu'il Ça veut rester. C'est n'importe quoi. Ça veut rester secret. Incroyable. Merci du coup Incroyable. les gars pour cette participation. On se retrouve la semaine prochaine pour justement reparler de ces mondiaux. Il y aura aussi d'autres choses. On parlera peut-être de Thibaut Pinot. Tiens, en attendant, vous pouvez toujours nous écouter sur les différentes plateformes, hein, Deezer, Spotify, Apple Podcast, YouTube. Et on vous souhaite un bon week-end et un bon chrono pour les mondiaux en Belgique. Salut tout le monde.